bonsoir. Merci à vous d'être très nombreux ce soir pour cet événement que j'ai la joie d'organiser chaque année avec l'association Moufji. Ignacio Roman me fait la joie de m'aider à l'organiser. Donc merci aux 3 intervenants d'avoir accepté spontanément de partager leur expérience entrepreneuriale. Je n'en dis pas plus. Et donc là, comme vous voyez, je ne suis pas Virginie Demullier, mais en tout cas, je souhaite donc excuser Virginie Demullier qui doit participer à une réunion avec la présidence de l'Université Paris-Saclay et qui vous prie de l'excuser pour son absence, mais en tout cas, elle est très ravie de nous accueillir, d'accueillir cet événement chaque année. En plus, on a la joie d'accueillir 2 jeunes femmes entrepreneurs et un ancien de l'IUT, donc on est comblés, comme chaque année d'ailleurs. Voilà. Et donc un petit rappel un peu comme au cinéma, il y a toujours une petite bonne annonce des événements à venir. Et donc là, on commence le premier événement qui est donc le retour d'expérience des jeunes entrepreneurs avec Moufji. On aura également l'opportunité de recevoir d'autres entrepreneurs. Donc ça sera organisé avec la French Tech Paris-Saclay. Donc le thème, c'est étudier et entreprendre avec l'intelligence artificielle à Paris-Saclay. Oui, c'est un thème à la mode, donc je me suis dit, ça devrait vous intéresser. Et pour finir, donc notre challenge entrepreneuriat à l'IUT de Sceaux. Je pense que on est déjà à 14e édition, ça fait beaucoup. Donc on a une bonne expérience maintenant et de beaux projets et on a la chance depuis quelques années d'avoir beaucoup de lauréats issus de l'IUT de Sceaux. Voilà. Et donc, petit rappel aussi, vous avez à l'IUT la possibilité, si vous souhaitez développer votre projet entrepreneurial, de demander le statut national étudiant entrepreneur. Ce statut vous permet de vous faire accompagner. En fait, ça vous permet déjà d'une part de légitimer auprès de l'IUT de Sceaux, vos futurs employeurs, de votre projet de création d'entreprise. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur votre CV. Au-delà de ça, c'est surtout pour vous aider à présenter, à développer davantage votre projet entrepreneurial. Donc, si vous obtenez de SN2E, vous aurez au moins 3 réunions de suivi avec moi pendant l'année et plus, si besoin. Vous allez intégrer le réseau du Pépite PEPS, donc avec possibilité de rencontrer d'autres étudiants entrepreneurs, partager des expériences. Et il y a aussi une possibilité, si votre projet le nécessite, et si vous en faites la demande, donc de pouvoir substituer votre stage de fin d'année par un stage projet entrepreneurial. Alors bien entendu, il y a plusieurs conditions. C'est pas juste pour dire ok, je veux me faire de l'argent pendant 2 mois. C'est au-delà de ça. On espère bien sûr vous gagnez beaucoup d'argent, mais la finalité, c'est vous aider à développer. Voilà. Et donc, juste un petit point pour le diplôme étudiant entrepreneur, c'est quand vous aurez terminé vos études à l'IUT, vous pourrez également, si vous terminez vos études, avoir aussi le statut national étudiant en plus du D2E, qui est un diplôme d'université qui vous permet aussi de certifier vos capacités d'entrepreneuriat. Voilà, donc je vais laisser la parole à Ignacio. Ah oui, et il y a 3 sessions de candidature, ça de toute façon, je vais vous faire un petit rappel. Ah non, c'est Starting So, excusez-moi. Donc il y a Estelle Hainaut qui va vous présenter l'association avec ses camarades. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Estelle de Starting So,
la vice-présidente, et je suis aussi en 3e année de BUT TC BDMRC. Donc, Start in So, c'est quoi? C'est l'association des jeunes entrepreneurs à l'IUT de Sceaux. Donc, on promeut l'entrepreneuriat dans l'IUT de Sceaux et plus, et aussi on vous aide à créer votre projet. Donc, globalement, ce qu'on va faire, ça va se transparaître par des événements et aussi par l'aspect communautaire. Donc, en termes des événements, on a déjà réalisé des événements du type les sorties à France TV ou à la station F, pour ceux qui connaissent. Le café entrepreneuriat et la rencontre, pour rencontrer des étudiants et des entrepreneurs entre eux. La conférence de Francis Lelon, donc le CEO de Sarenza. Ou encore, on a fait avec l'incubateur The Bench un programme de pré-incubation. Et ce qui est à venir, donc intéressant à écouter à ce moment-là, l'hackathon en février 2026, qui sera en partenariat avec différentes assos comme Start in Saclay, Start in Assas et d'autres assos d'entrepreneurs. L'atelier employabilité en janvier 2026. Et bien sûr, la participation au challenge entrepreneuriat, comme a parlé Madame Lo, des conférences, des jeux concours, des after-work, des apéro pitch, un peu comme beaucoup d'associations. Donc voilà. Donc nos objectifs concrètement, comme je vous ai dit, c'est de vous construire un réseau professionnel avec des entrepreneurs via les conférences et via la communauté. Construire une communauté qui s'entraide, voilà. On se comprend entre entrepreneurs et en tant qu'étudiants. Et promouvoir le SN2E, Madame Lo en a parlé, donc je ne vais pas préciser sur ça. Développer vos projets, donc on vous aide aussi à développer vos projets et à obtenir le SN2E. Donc on a des partenaires, dont Litz, qui est ici, ou The Bench, Univibe, Start in Assas, Start in Saclay. On est proche aussi des autres assos d'entrepreneuriat, des autres universités. Donc aujourd'hui, on recherche des membres de première et de deuxième année. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte? Un gros atout sur le CV pour candidater aux écoles de commerce ou à des jobs plus tard. Une communauté bienveillante qui s'entraide. Et aussi les opportunités de rencontrer des entrepreneurs ou des entrepreneurs. Voilà. Et donc, c'est pour qui? Des étudiants qui sont motivés, qui sont curieux, qui ont quand même une certaine appétence pour l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si ici, dans la salle, il y a des gens qui souhaitent entreprendre ou qui sont entrepreneurs. Vous pouvez lever la main pour qu'on voit à peu près. Ok, c'est pas mal, peut-être un quart. Donc voilà, les candidatures elles sont déjà ouvertes. Vous pouvez scanner ce QR code, mais je vais le remettre. Vous pouvez candidater seul ou en groupe, pour un rôle ou sans rôle. Voilà, je vous précise que je passerai quand même en amphi de BUT2 vendredi, et aussi dans certains TD de BUT-TC deuxième année. Voilà. Je suis déjà passée aussi dans un TD. Donc voilà, vous allez me revoir bientôt, vous allez revoir ce diapo. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, moi, la vice-présidente. Il y a aussi le mail de Start in So et tous nos réseaux sociaux, notre communauté WhatsApp où on partage les différents événements sur l'entrepreneuriat, l'Instagram, le LinkedIn, le formulaire de recrutement si vous voulez peut-être faire partie de notre équipe, et le site où tout est expliqué aussi. Merci. Voilà. Je vais reprendre la main, donc merci à l'équipe de l'IUT de nous recevoir encore une fois. Effectivement, je vais commencer peut-être par me présenter avant de faire un retour rapide sur notre association et passer à la table ronde avec nos invités d'aujourd'hui. Je me présente, Ignacio Roman, je suis chargé de mission au sein de l'association MoveJ, plus globalement connue comme l'association Tout, Grandir avec le mentorat. Je travaille en fait comme responsable des programmes d'accompagnement mentoraux au travers du département 92, d'où ma présence aujourd'hui ce soir, mais également en Nouvelle-Aquitaine, en Centre-Val de Loire, ainsi qu'en Bretagne. Qu'est-ce que l'association Tout? Puisque effectivement, c'est pas une association qui résonne systématiquement non plus, même si on fait partie du collectif CapCréa, instauré au sein de la BPI, et donc on a déjà une certaine reconnaissance depuis plusieurs années déjà. Alors on est une association qui a été créée en 2009 à l'initiative de Dominique Restino, qui est aujourd'hui président de la Chambre du commerce de Paris, et de notre délégué général actuel, qui est Bénédicte Sanson,
qui tous les deux se sont inspirés du modèle de mentorat québécois pour venir essayer de l'importer en France dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes professionnels dans l'écosystème entrepreneurial et ainsi pérenniser leur entreprise. Si vous voulez, notre mission avant tout, ça va être d'offrir un accompagnement individuel et bienveillant via le mentorat, principalement du coup adressé à des jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans, et également promouvoir l'entrepreneuriat jeune de manière large, quelle qu'elle soit votre formation ou le type de secteur d'activité dans lequel vous souhaitez vous développer. Notre existence passe également par l'animation en fait, d'une communauté intergénérationnelle, que ça soit du côté de nos partenaires, de nos mentors, mais également de nos mentorés qui sont donc plus jeunes par extension, et créer donc des échanges beaucoup plus riches en expérience, créer du réseau et par extension également des opportunités de visibilité et de partage. Vous allez sûrement me demander du coup qu'est-ce que le mentorat finalement, puisque c'est au cœur de notre métier. Eh bien, le mentorat, c'est un type d'accompagnement bienveillant, d'égal à égal, de pair à pair, comme on dit, entre un mentor qui est en l'occurrence un entrepreneur beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus aguerri, qui va venir créer un dialogue avec un mentoré qui est souvent un profil beaucoup plus jeune d'entrepreneur, donc débutant, novice, il peut être aussi porteur de projet. Et donc au travers du mentorat et de nos programmes encadrés, ils vont pouvoir créer et instaurer un dialogue périn dans lequel le mentor principalement va pouvoir challenger le jeune, essayer de se remettre en question, de lui montrer toutes les possibilités qui s'offrent à lui et notamment partager sa propre expérience, que ce soit tant ses échecs que ses réussites, afin de permettre au jeune de prendre un maximum de recul sur sa situation et sur son projet, et derrière prendre les meilleures décisions qui s'ouvrent à lui. L'idée du mentorat, c'est de permettre de réduire le risque auprès des jeunes entrepreneurs en leur permettant de voir qu'il n'y a pas qu'un chemin qui définit l'entrepreneuriat et que plusieurs possibilités s'offrent toujours à lui. Et donc il faut toujours rester résilient et ouvert aux échanges. Donc voilà, à ce titre, pour vous donner quelques chiffres clés, et ensuite on pourra passer rapidement à la table ronde puisqu'on est un petit peu en retard. Il faut savoir que le MoveJ aujourd'hui, c'est plus de 7000 bénéficiaires accompagnés depuis 2009 au sein de nos différents programmes d'accompagnement. C'est plus de 1200 mentors, donc des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises, des repreneurs d'entreprises plus ou moins grands, plus ou moins importants. Donc ça peut être vraiment de la petite entreprise, du freelance, aux grands créateurs avec plusieurs milliers de salariés sous la main. Et du coup, 15 000 jeunes sensibilisés à l'entrepreneuriat chaque année. À ce titre, j'en profite aussi pour mentionner que le MoveJ n'est qu'une marque parmi d'autres. Donc on a 3 marques principales au sein de tout. Il y a également Réseau qui s'ouvre à des entrepreneurs de plus de 31 ans, donc généralement des profils beaucoup plus avancés, beaucoup plus ancrés dans l'écosystème entrepreneurial, mais qui peuvent également vouloir bénéficier de mentorat pour leur croissance respective, ainsi que Work, qui est notre marque la plus jeune et qui s'adresse aux jeunes salariés pour leur permettre de pérenniser leur premier emploi. Je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas non plus au cœur des débats d'aujourd'hui, mais tout ça pour dire qu'il existe des accompagnements qui s'ouvrent à vous, et notamment à ceux qui aujourd'hui envisagent d'entreprendre dans la salle. Sachez que le MoveJ n'est qu'un outil parmi beaucoup d'autres dans un écosystème très large, et que quelques recherches peuvent vous permettre d'aller très loin. Et savoir que l'entrepreneuriat est possible, même en étant jeune, même en étant étudiant. Et c'est également la raison de notre présence ce soir. Et du coup, on va passer à l'échange avec nos invités d'aujourd'hui, qui sont tous les 3 des profils de jeunes entrepreneurs qui se sont lancés déjà, pour certains, qui sont en train de se lancer pour d'autres. Je pense que le mieux, ça va être que vous vous présentiez aujourd'hui chacun son tour. Donc, je vais vous laisser prendre la parole. Peut-être vous présenter très rapidement, ainsi que votre projet entrepreneurial. Dina, je sens que tu veux commencer. Je te laisserai ensuite laisser la main. Alors, je sais pas. Oui, ça fonctionne. Alors moi, Dina Gnichi, donc je suis fondatrice de Cloven. Cloven, c'est une marque de lingerie sportive fabriquée à partir d'eucalyptus. Alors l'idée, c'est de remplacer en fait toutes les matières polyester, coton et autres qui ont tendance à garder la transpiration, les odeurs.
Et moi, j'ai créé cette marque-là au studio de danse, où j'avais du mal en fait à trouver quelque chose qui puisse à la fois me convenir sur le plan de la féminité, mais aussi de la sportivité, et puis allier un petit peu le côté naturel, parce qu'aujourd'hui, on sait que la mode, c'est un secteur qui est très polluant. Et derrière, je suis ambassadrice du réseau Île-de-France de la partie Mouv'J. Et c'est une partie qui me permet, moi, déjà d'être mentorée et à la fois de pouvoir aussi participer à des événements comme ceci et de pouvoir aussi un peu m'enrichir d'une certaine manière et puis aussi vous enrichir parce que j'étais aussi dans le même cas que vous en même temps. Je vais laisser la parole. Ok, du coup, je vais prendre la suite. Moi, c'est Sephora, également... Comment Donc, du coup, moi, c'est Sephora, également connue sous le nom de Fatima. Alors, moi, mon projet entrepreneurial, c'est par rapport au sport également. Pourquoi ? Parce que actuellement, je suis une étudiante en STAPS, en master STAPS, un master de recherche orienté sport et société. Pourquoi ? C'est vraiment pour permettre la pratique sportive à chacun. Je pense que, globalement, tout le monde pratique du sport, ou du moins connaît plus ou moins l'activité physique, mais ne se saisit pas de tout ça. Or, on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'obésité, de diabète, etc. Et c'est pour vraiment vous remettre au sport à travers de mon projet entrepreneurial. Voilà. Ok, c'est mon tour. Moi, je m'appelle Ryan, j'ai 21 ans et j'étais à l'IUT il y a encore 1 an et quelques mois. J'ai fait un BUT en technique de commercialisation. Bonjour madame. Et donc, j'ai fait MDE en alternance pendant 2 ans. C'était super cool. Et j'ai lancé mon projet entrepreneurial pendant cette période-là. Et j'ai créé du coup LITS, qui est une application qui permet aux sportifs de trouver des partenaires avec qui s'entraîner. Typiquement, moi, j'avais un problème, c'est que j'étais inscrit à Basic Fit et tous mes potes étaient à Fitness Park. Donc, je ne pouvais pas faire du sport avec mon entourage. Et j'ai créé une application maintenant qui réunit plus de 130 000 sportifs dans toute la France et qui permet de trouver des gens avec qui se motiver et avec qui pratiquer. Voilà. Parfait. Écoutez, merci d'être là ce soir. Et puis, on est sur une thématique commune. C'est ça qui est super intéressant aussi. C'est que le dénominateur commun de vos 3 projets sont le sport plutôt. Donc on va commencer peut-être cette première partie par une séquence qui va aborder cette question de se lancer dans l'entrepreneuriat de manière générale quand on est jeune. Du coup, je vais peut-être te laisser rebondir directement, Ryan. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu comment est-ce que tu es parvenu à concrétiser finalement ton projet LITS en partant d'une idée simplement, de ce constat que tu ne pouvais pas t'entraîner avec tes proches ? Ok. Je pense que ça va vous parler parce qu'en fait, mon projet, j'ai lancé pendant une SAE. Et en fait, à la base, je me suis dit que j'étais pas ultra scolaire, ce qui a fait que je me mettais pas très en avant dans les projets de SAE. Et en fait, j'ai proposé à mon groupe de créer cette application-là de zéro. Et ils m'ont suivi, ils étaient OK parce qu'ils savaient que quoi qu'il en soit, si je faisais pas ça, j'allais pas bosser. Donc, ça les a motivés. On s'est lancé. Et au bout de quelques mois, moi, je leur ai proposé de lancer le projet pour de vrai. Et au début, ils m'ont dit que c'était hyper chaud et on a lancé les choses ensemble. Mais très vite, je me suis rendu compte que je travaillais tout seul. Et donc voilà, je me suis séparé de mon groupe et puis j'ai lancé ça seul. Et j'ai rencontré mes associés 6 mois après, grâce à l'IUT d'ailleurs. Je raconterai peut-être l'histoire par la suite, mais voilà un peu comment ça s'est concrétisé au global, quoi. Super. Fora, est-ce que tu peux nous mentionner un petit peu toi, comment c'est parti de ton idée, de ton constat également ? Alors, c'est parti d'un constat personnel, c'est-à-dire que j'ai toujours fréquenté la salle de musculation, sauf que très souvent, je me retrouvais seule parce que mes copines se sentaient pas d'aller à la musculation parce que ou elles vont se trouver trop musclées, ou sinon, pour les garçons, c'était ils se sentaient pas suffisamment confiants pour y aller. Et là, c'est vraiment comment on les accompagne à pouvoir aller à la salle de musculation de manière régulière. Et c'est à partir de là que la joie de l'activité physique est née et que progressivement, je mets en place ce petit guide pour leur montrer que même si on part de zéro, c'est pas grave, il faut bien commencer quelque part. Bien sûr. Et quant à toi, Dina, comment ça s'est passé, cette étape pour commencer à concrétiser cette idée qui t'est venue ? Alors, l'idée était là depuis au moins 5 ans. J'y pensais. À ce moment-là, j'étais ingénieure en sciences des matériaux. J'avais fait tout mon parcours à Paris-Cité, puis à Paris-Saclay. Et j'avais toujours dans l'idée d'entreprendre un jour, mais je ne savais pas exactement quoi, parce que j'avais toujours des idées, donc j'avais un carnet avec plein d'idées comme ça. Et c'est vraiment à la danse où je me suis dit, là j'ai un problème. Au départ, je voulais simplement faire des boxeurs pour femmes, parce que j'avais du mal à en trouver.
Et puis après ça, j'avais fait toujours des ateliers un peu d'entrepreneuriat, je m'y intéressais. Et puis progressivement, je me suis dit, je vais quand même tenter. Il y avait un master entrepreneuriat qui sortait à ce moment-là. Et donc, pendant que je faisais ma thèse en chimie des matériaux, eh bien, je faisais en même temps le master à distance. Et c'est là où je me suis dit, c'est peut-être le moment de lancer donc mon idée et de pouvoir allier deux parties de ma personnalité, à savoir la logique un petit peu de créer des matériaux innovants et à la fois la partie créative avec la danse, avec quelque chose de beaucoup plus féminin. Et c'est de là que je me suis lancée. Et puis à partir du moment où ma thèse s'est arrêtée, j'ai pu vraiment me focaliser à 100% sur la création du produit. Et d'ailleurs, pour ceux qui seront au cocktail après, je vous présenterai la collection avec plaisir. Super. Et du coup, justement, c'est intéressant de partir de ça parce que tu proposes des produits finalement, une gamme de produits. Et comment ça se concrétise en termes de ressources au départ quand on est étudiant? Comment est-ce que tu mobilises ces ressources? Comment est-ce que tu vas les chercher? Comment s'est fait ta propre expérience là-dessus, sur les ressources du départ? Oui. Alors au départ, j'ai commencé avec quelques milliers d'euros. C'est les économies que j'avais un petit peu grappillées ici et là. Et après, j'ai découvert qu'il y avait d'autres possibilités d'obtenir du financement, soit avec de la love money en sollicitant ses amis, sa famille pour du crowdfunding, ou encore d'autres financements beaucoup plus étatiques comme des subventions régionales ou encore carrément des prêts bancaires. Et c'est comme ça que je suis allée grappiller, par exemple, un prêt d'honneur avec le réseau Entreprendre qui me permet aussi de m'accompagner aussi bien sur le côté un petit peu pratico-pratique que l'aspect financier. Super, très bien, merci. Ryan, toi aussi, comment ça s'est fait un peu ce départ en termes de ressources? Est-ce que tu avais des ressources financières déjà au départ? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été réfléchi au travers d'un plan d'action avec tes associés? Comment ça s'est fait un peu? En vrai, nous, ça n'a pas été trop réfléchi parce qu'on n'avait pas trop le choix. On était tous les trois en alternance, donc on a financé le projet avec nos salaires d'alternance. Donc moi, je suis arrivé à l'UIT, j'étais jeune, et du coup, j'ai commencé l'alternance à 17 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'avais un tout petit salaire, mais ça nous a quand même permis de nous lancer. Et on n'avait pas énormément de fonds. Et après, par la suite, on est parti chercher des financements. Et on a réussi à aller chercher, on va dire, pas mal d'argent parce qu'on a fait que du financement non dilutif. Le non dilutif, c'est de l'argent qu'on n'a pas en échange de parts. On ne donne pas de parts pour recevoir cet argent-là. Et on a réussi à lever à peu près 180 000 en 1 an et demi à peu près. Bravo. Très bien, parfait. Et à partir de là, vous avez pu commencer à passer par des prestataires externes ou est-ce que vous avez tout fait en interne? Un petit peu des deux. On avait pas mal de freelance dans notre entourage, donc on a été chercher les personnes qu'on connaissait. Et là, on a surtout beaucoup recruté pas mal de monde. On est 9 maintenant dans l'équipe, donc ça fait pas mal de monde. On a 3 personnes côté technique, des développeurs. On a 3 personnes côté produit, au design et à la recherche utilisateur. Et on est 2 au marketing, donc je crois que le compte est bon, donc je dis une bêtise. Il y a 4 personnes au design, 4 personnes, voilà, ça fait 9. Ok, très bien. Fouara, je sais que tu es encore dans les étapes de pré-lancement. Est-ce que tu veux parler un peu aussi de toi, de tes ressources aujourd'hui et de ce que tu cherches aujourd'hui aussi en termes de... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, contrairement à vous, je suis pas aussi avancée, mais c'est pas un problème en soi, puisque justement, ça me permet de prendre le temps et de m'inspirer de vous, par exemple. Donc, c'est très intéressant. Et puis même au-delà de ça, ça me permet de voir dans quelle direction vers laquelle aller. C'est-à-dire que je vois plein de choses, mais c'est pas parce que je vois plein de choses que je peux tout faire. Et justement, ça me permet derrière de pouvoir faire un tri, de sélectionner et d'ajuster vraiment vers ce dont je veux me diriger exactement. Donc, petit à petit, je vais pouvoir resserrer justement la cible et savoir que, ok, c'est pas ça ce que je veux faire, mais comme je sais que c'est par là que je veux aller, donc je vais pouvoir y aller plus facilement. Super, très bien, merci. Je vais rester sur toi et te poser la suivante question qui est de savoir, du coup, aujourd'hui, quels sont les principaux obstacles que tu rencontres, notamment sur ton parcours entrepreneurial, ou les obstacles que tu as rencontrés, peut-être déjà parce que tu n'es pas non plus en amont, donc je sais que tu as déjà un peu d'expérience. Alors, les principaux obstacles, je dirais, c'est entreprendre jeune, c'est génial, mais parfois la jeunesse, ça peut nous jouer un tour parce qu'on ne nous prend pas véritablement au sérieux.
on pense que notre projet n'est pas suffisamment solide ou suffisamment mûri, alors que non, pas spécialement. Et même si c'est pas le cas, justement, on doit profiter de tout ça pour le mûrir et enrichir toute cette réflexion-là. Donc, pour moi, c'est pas en soi un frein être jeune. Il y a aussi une réflexion qui m'a été faite. C'est le fait que je sois une femme et que je veux entreprendre dans le sport et que c'est pas spécialement la danse, on va dire des pratiques sportives codifiées comme féminines. Puisque moi, du coup, ce qui m'intéresse, c'est plutôt tout ce qui est musculation et force. Mais c'est pas pour autant que tu sois une femme que tu dois spécialement faire de la danse. Par exemple, quand je dis que oui, je suis coach et diplômée en musculation et cross-fitness, on me prend de haut. Et pourtant, ça veut rien dire, l'apparence ou quoi. Donc, n'hésitez pas à faire vraiment ce que vous voulez. Bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, en étant jeune entrepreneur, on prend un peu moins de risques sur ce qui peut être... justement danger de l'entrepreneuriat puisqu'on peut amortir et rebondir beaucoup plus facilement. Dina, je te laisse peut-être rebondir sur cette question et j'aimerais savoir quels ont été tes obstacles au début et savoir comment tu as pu les remonter, leur faire face. Un peu comme Foura, il y a l'idée de la légitimité. On arrive, c'est la première fois, et puis en discutant justement avec mes mentors, c'est souvent le cas pour tout le monde finalement. Quand on entreprend, que ce soit jeune ou moins jeune, parce qu'il y a des gens qui entreprennent à 40, 50 ou autres, ils ont les mêmes doutes qu'on a nous. Mais peut-être que lorsqu'on est jeune, c'est aussi une qualité parce que peut-être qu'on a aussi cette insouciance de se dire on va tenter, on ne sait pas trop, et peut-être que ça va fonctionner. Donc oui, donc il y a l'aspect, donc la difficulté, c'est la légitimité. Est-ce que je suis légitime d'aller à tel endroit, d'aller demander des financements, etc. J'ai quelques milliers d'euros, peut-être que c'est pas suffisant pour la banque. Et donc finalement c'est des doutes qu'on a, mais finalement on fait avec, on avance malgré tout. Et je pense aussi qu'il faut aller se raccrocher à ce qu'on a déjà, nos forces. Par exemple, la force, ça peut être que vous faites partie d'un diplôme qui est reconnu, ou vous avez étudié l'entrepreneuriat, ou alors vous avez des intérêts à côté, que ce soit le sport, par exemple, là on parle du sport, mais tout ce qui peut appuyer un petit peu une personnalité. Et dans le cas du sport, c'est intéressant parce que justement, en fait, on nous amène à nous dépasser. Et c'est ça, en fait, votre force qui va vous aider par la suite. Et puis voilà, et vous valorisez les personnes aussi que vous allez rencontrer, le mentorat, le fait d'avoir aussi 3 mentors. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour faire appuyer mon projet auprès des financeurs et qui se disent, elle ne vient pas de nulle part, elle a des personnes avec elle. Et voilà, et elle sait de quoi elle parle aussi parce que voilà, elle se renseigne et elle fait partie de différents réseaux. Bien sûr, l'accompagnement peut légitimer énormément les profils et c'est pour ça aussi qu'on encourage les jeunes à aller voir non seulement le mentorat, indépendamment de ça, ça va être incubateur, accélérateur, puisqu'effectivement le fait d'accompagner montre aussi le sérieux derrière l'envie du faire aboutir le projet. Et quant à toi, Ryan, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience vis-à-vis des obstacles au moment de lancer Leads, ou de commencer à le produire plutôt? Je pense que c'est un bon sujet, le côté mentorat, parce qu'en fait, on n'a pas forcément toutes les compétences, même on les a pas du tout, quoi. Quand on vient de sortir d'études, moi j'ai commencé à entreprendre pendant le BUT et j'ai arrêté mes études après ça. Et donc j'ai pas toutes les ressources nécessaires pour pouvoir développer mon projet seul et sans faire appel à qui que ce soit. Et moi, ma méthode, le truc qui m'a fait dépasser la plupart de mes problématiques, quelles qu'elles soient, ça a été d'y aller au culot et de contacter les gens. J'ai eu des appels avec des personnes qui sont hyper influentes, que je ne pensais pas pouvoir avoir au téléphone et qui ont solutionné mes problèmes, parce que la plupart des gens en fait, sont hyper ouverts à partager leur expérience et à t'aider sur des problématiques. Donc, ce n'est pas vraiment une difficulté que je partage, mais plutôt une solution à une difficulté. Le fait d'aller voir les gens et ça marche hyper bien, quoi. Aujourd'hui, j'ai un réseau qui me permet de décrocher des opportunités qui sont assez folles. Plus récemment, on a le fondateur de WeWard. Je ne sais pas si vous connaissez WeWard, l'application qui vous récompense quand vous marchez. On a le fondateur de WeWard qui travaille avec nous maintenant. Et ça, c'est pareil, du culot, et ça s'est fait. Et voilà. Donc, si vous avez des problématiques, contactez des gens, n'ayez pas peur de ça. Et vous trouverez vos solutions chez d'autres personnes, quoi. Bien sûr, la proactivité avant tout dans l'entrepreneuriat, c'est une des qualités requises, j'ai envie de dire, et indispensable pour pouvoir trouver les solutions que l'on recherche des fois.
Je vais rester sur toi, du coup, Ryan, puisque tu as le microphone. J'aimerais savoir un petit peu maintenant, plus sur l'aspect vie personnelle, puisque bon, c'est toujours une question délicate, trouver l'équilibre entre la vie personnelle, professionnelle ou académique plutôt. Quelle a été un peu la place de ta famille ou enfin de tes proches, on va dire de manière générale, sur le projet? Est-ce qu'ils l'ont un peu soutenu? Comment ça s'est fait? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? En l'occurrence, j'ai eu beaucoup de chance parce que ce soit ma famille ou mes amis, ils m'ont vraiment beaucoup soutenu. Et surtout, je les ai engagés dans tout ce que je faisais, quoi. À chaque pitch où j'allais, je demandais si je pouvais avoir des places supplémentaires pour ramener mes potes. On arrivait en bande. Je pense que sur ma photo, j'ai mon sweat orange. Et sur le sweat orange, il y a marqué Leeds. Et en fait, ce sweat-là, j'en ai acheté 20. Et je les ai donnés à tous mes potes. Et à chaque fois qu'on allait à un pitch, on arrivait en bande, tous en orange fluo. Et ça marquait vraiment le coup. Ça nous a aidé à remporter pas mal de pitchs. Et je dirais, ouais, ils m'ont vraiment soutenu du début jusqu'à la fin, que ce soit dans les moments faciles ou les moments difficiles. Parce que quand on est entrepreneur, on travaille beaucoup. Il y a plein de moments de coups de mou. Il y a plein de moments aussi où on est face à nous-mêmes, quoi. Il y a personne au-dessus qui va nous dire il faut faire ci ou il faut faire ça. Oui. Et je trouve que vraiment mon entourage, c'est les personnes que ce soit ma famille ou mes amis, qui m'ont aidé à tenir jusqu'à maintenant. Super. Si tu as encore des sweats, on va t'en acheter. On est en train d'en faire des nouveaux là qui sont plus jolis que ceux-là parce que je ne peux plus me le voir celui-ci. Ok, compréhensible. Vous en voulez un en eucalyptus, si jamais. Ah ouais, avec plaisir, carrément. Des partenariats pour futurs peut-être. Dina, peut-être toi de ton côté, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu Oui, sur la réaction de tes proches ou voilà, de ta famille, de tes amis? Moi, mes 2 parents sont enseignants et il y a vraiment cette idée de mener une carrière académique et c'est aussi pour ça que je suis allée jusqu'au doctorat. Et j'ai toujours vraiment eu cette idée il fallait absolument que j'ai le maximum de diplômes, le maximum de preuves. Et le jour où je leur ai annoncé que finalement j'arrêtais la recherche pour me consacrer sur un projet qui en soi, elles ne voyaient que des culottes, et de me dire t'arrêtes un métier quand même qui est assez prestigieux pour te lancer littéralement dans l'inconnu. Donc c'était pas très bien apprécié, mais quand ils ont vu que derrière j'avais les financeurs avec moi, les mentors, même le simple fait d'être élue ambassadrice aussi, ils ont remarqué que tout d'un coup, parce que d'autres personnes me valorisaient, alors ils se sont dit ça a l'air sérieux cette histoire. Et puis les choses ont avancé comme ça au fur et à mesure. Donc j'ai dû aller chercher finalement la force en moi-même et en d'autres personnes parce que forcément vos proches, soit ils ont ces craintes-là et donc du coup ils vous transmettent leurs craintes, soit ils veulent vous encourager, mais dans ce cas-là, ils vous disent pas exactement quels sont les freins. Donc, par exemple aussi pour aller demander des avis à mes copines elles vont me dire oui, c'est génial ce que tu fais, mais c'est pour ça que finalement, voir des personnes qu'on ne connaît pas du tout, ça nous apporte aussi quelque chose de plus... voilà, donc je fais un peu avec ce que j'ai, quoi. Bien sûr, tout à fait. Et puis notamment, c'est aussi un des intérêts, c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que c'est aussi un des intérêts du mentorat, c'est trouver cette objectivité dans le mentor qui n'a aucun intérêt à te caresser dans le sens du poil ou pas, contrairement effectivement aux proches qui peuvent tomber très vite dans la subjectivité, ne pas vouloir te froisser lorsqu'ils ne sont pas d'accord ou autre. Donc effectivement, c'est toujours un équilibre un peu délicat à trouver. Et toi, Fouad, de ton côté, comment ça se passe avec ta famille et notamment puisque tu es toujours en études, j'imagine qu'ils doivent se poser des questions de est-ce que ça va, ça se passe bien? C'est pas compliqué, mais parfois, non pas qu'ils doutent de moi, mais forcément, ils ont le schéma traditionnel, t'as ton diplôme et après tu trouves un travail. Sauf que c'est pas que je ne veux pas travailler, je veux vraiment créer mon propre travail. Donc c'est pour ça que je suis dans l'entrepreneuriat. Alors oui, j'ai déjà ma licence en activité physique adaptée, donc je peux travailler, ça c'est pas un problème. Mais justement, j'utilise ce bagage académique pour créer aussi mon projet entrepreneurial. Et c'est ça qui va notamment me permettre d'asseoir ma légitimité derrière, parce que ok, il y a plein de coachs sportifs, etc. Donc on va se dire avec quoi de plus elle arrive derrière, ça va être simplement tout cet apport scientifique qui va vous dire que c'est pas parce que tu es une femme et que tu fais du développé couché que demain tu auras de gros biscottos. C'est pas parce que tu es un homme que tu fais un grand écart que ça y est, tu deviens une danseuse étoile. C'est vraiment déconstruire tout ce qui est déjà établi et montrer que par l'activité physique, en fait, il y a plein de bénéfices tant physiques que psychologiques mais aussi sociaux. Voilà.
Après, concernant la famille, c'est plus ou moins accepté, mais après, de manière générale, on est une famille de sportifs. Donc ça, franchement, c'est pas un problème. Pour mes amis, ça dépend encore une fois, parce qu'il y en a des très sportifs, d'autres beaucoup moins sportifs. Donc vraiment, c'est plutôt variable. Super, merci. Écoute, je rebondis sur toi, ça sera beaucoup plus simple. Et on va pouvoir passer à la deuxième séquence de mes questions. J'aimerais savoir maintenant si tu pouvais nous partager un exemple ou l'exemple type que tu reprends peut-être déjà dans certains... au sein de ton incubateur ou quand tu passes en conférence, d'échecs que tu as pu déjà rencontrer au travers de l'entrepreneuriat ou de ton lancement de projet. Est-ce qu'il y a eu un échec marquant qui t'a fait un petit peu peut-être rebondir, qui t'a fait réfléchir, etc. En soi, c'est un échec, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'ajuster mon projet. C'est-à-dire que quand on est jeune, du coup, on voit les choses en grand, on se dit que tout est possible, que rien ne nous arrêtera. C'est faux. Mais c'est pas pour autant que ça nous arrête véritablement. C'est-à-dire que à la base, moi, j'avais un grand projet. Je me suis dit, ouais, je vais ouvrir ma salle de sport, etc. Ça va être formidable. Jusqu'à maintenant, j'y pense encore. Sauf que j'ai revu certaines choses à la baisse, puisque c'est pas possible là immédiatement. Mais sur le long terme, peut-être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être ça se fera. Mais là, pour le moment, c'est vraiment, je mets en place un e-book. Suite à cet e-book-là, je vais mettre en place autre chose. Après, ça va être ouverture de la salle de sport, etc., etc. Donc, c'est vraiment, je mets en place les différentes marches et je vais les gravir juste petit à petit. Et c'est vraiment comme ça que vous devez envisager un projet. Vous avez la grosse image au début, mais comment vous allez parvenir justement à cette grosse image à la fin, c'est par coup de peinture petit à petit, et voilà. Et s'adapter. Exactement. Pour le coup, vu que c'est ma formation, activité physique adaptée et santé, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'adaptabilité. Bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Ryan, je te laisse rebondir par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'échec, peut-être ton premier échec, et comment tu as réagi face à celui-ci? Ok. En fait, à ce sujet-là, j'ai vraiment beaucoup d'échecs au compteur. Et c'est ma plus grande fierté. Aujourd'hui, ça fait un peu bateau de dire ça en fait, mais c'est la vérité dans le sens où tous les échecs que j'ai pu avoir, ils m'ont vraiment permis de me dépasser et de comprendre ce qui allait pas en fait. Je pense que à ce jour, si je m'étais pas trompé, si j'avais pas eu le courage d'aller jusqu'à un véritable échec, je pense que je serais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. Si je devais en citer quelques-uns, déjà on a remporté beaucoup de pitchs. Mais derrière tous les pitchs qu'on a remportés, il y en a énormément qu'on a loupés aussi. Des pitchs où, je sais pas, juste j'étais stressé, j'ai pas réussi à parler correctement, ma présentation n'était pas bien ou pas adaptée au public que j'avais en face de moi. Donc ça arrive très souvent et c'est pas pour autant. Aujourd'hui, dans le secteur entrepreneurial dans lequel on est la boîte qui a remporté pratiquement le plus de concours à notre niveau d'avancement. Et pour autant, en fait, on est aussi sûrement celle qui a loupé le plus de concours entrepreneurial. Donc, pas d'inquiétude sur ça. C'est hyper normal d'échouer à ce niveau-là. Et un autre échec qui était quand même assez important que je peux citer, c'est sur la création de contenu. En l'espace de 1 an et demi, j'ai produit plus de 800 posts sur TikTok, Instagram, YouTube, Snap. Donc j'ai vraiment testé les algos au max du max. Et le nombre de fois où je me suis heurté à des gros problèmes, des strikes sur TikTok que je n'avais pas capté, je ne comprenais pas pourquoi je faisais 300 vues en permanence sur TikTok. Et il m'a suffi de changer un paramètre. Après 3 mois de travail qui ne servaient complètement à rien, 3 mois de contenu jeté à la poubelle, je me suis retrouvé à juste changer de compte et réussir à atteindre les 100 000 vues, 1 million de vues, 2 millions. Donc honnêtement, des échecs comme ça fait mal. Quand ça fait 3 mois que tu bosses comme un ouf et qu'au final, il n'y a rien qui retombe et tu as jeté 3 mois de travail, c'est dur, mais c'est ce qui fait avancer. Bien sûr, et c'est ce qui construit aussi la résilience de l'entrepreneur, j'ai envie de te dire. Carrément. Et toi, Dina, de ton côté, est-ce que tu peux nous partager un exemple d'échec marquant dans ton parcours? Un exemple d'échec, il y avait aussi une garantie bancaire que j'avais dans le viseur et je m'étais dit de toute façon j'ai eu mon prêt d'honneur, c'est un petit peu c'est une formalité pour moi d'obtenir la garantie pour finaliser la suite du financement et donc ils m'ont pas pris me disant que justement j'étais pas assez avancée à ce moment-là pour justifier cette garantie. Donc on va dire que c'était un échec.
Mais après, bon, je ne l'ai pas réellement pris comme ça. Je me suis dit, bon, tant pis, je vais retenter. Et là, maintenant, je retente. Et, donc voilà, après, il y a forcément d'autres échecs, mais peut-être que dans ma personnalité, j'ai tendance à les oublier parce que ça fait tellement partie du processus que je ne saurais pas dire à quel moment j'ai échoué, mais forcément, on fait toujours des petites erreurs, mais globalement, il n'y a rien de grave puisqu'il y a toujours moyen de rebondir. Bien sûr, tout à fait. C'est intéressant que tu mentionnes du coup justement cet exemple parce que ça me permet de faire la transition par rapport à ma deuxième partie de séquence du coup qui va être plutôt adressée aux épreuves de l'entrepreneuriat. Et justement, j'aimerais revenir sur la question des financements. Est-ce que tu pourrais un petit peu, pour rester sur ce sujet, m'expliquer enfin voilà, j'imagine ton projet bien évidemment nécessité des financements puisque tu as besoin de matériaux, tu as besoin de peut-être d'équipes, de mains, etc. Est-ce que tu peux revenir un petit peu justement sur comment tu as construit ton business plan et voilà, m'expliquer comment tu es parvenu à en trouver parce que tu as dû à un moment aller mobiliser en plus de ton argent, de l'argent ailleurs. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu au public comment ça s'est fait ? Oui. Alors, moi, je vais vous donner un petit peu, moi, ma méthode, mais après, il y a différentes méthodes qui existent. Mais l'idée, c'est d'aller chercher au maximum ce que vous pouvez donner déjà par vous-même, c'est-à-dire vos économies, aller demander à vos parents, à vos proches, même faire une campagne de crowdfunding de Love Money pour aller déjà augmenter au plus possible cette partie de fonds propres. Peut-être aussi faire signer des reconnaissances de dette à vos parents, ou eux aussi, c'est une manière de défiscaliser leur patrimoine justement en faisant des dons. Et puis ensuite, à partir de là, vous pouvez aller chercher, par exemple, une subvention ou d'aller à des concours aussi pour aller augmenter justement cette part-là de fonds propres. Et ensuite, aller demander des prêts. Donc le prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro. Donc c'est un prêt comme classique bancaire. Que vous remboursez au bout de vous avez une échéance par exemple et vous avez donc plus de succès de l'obtenir et d'obtenir une bonne somme si vous avez aussi vous-même bien avancé sur votre projet, aussi bien sur votre capacité vous à les financer, mais aussi par rapport à votre projet, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne valorise pas en dehors même de l'argent. C'est le travail fourni. Ça peut être une application, ça peut être un site internet, ça peut être déjà une liste de précommandes ou de personnes intéressées dans votre newsletter. Donc tout ça aussi, ça a une valeur autre que financière. Et puis ensuite, après ça, il y a le dernier pan, ça peut être un prêt bancaire aussi pour faire effet de levier. Donc il y a aussi des règles un petit peu de 1 pour 1. Si vous avez déjà, on va dire, 40 000, vous pouvez avoir aussi 40 000 via BPI ou via BNP ou n'importe quelle banque. Et puis après, il reste aussi toute la partie investisseurs qui permettent d'accélérer. Alors l'idée, les investisseurs... Le mieux, ça reste quand même de les solliciter le plus tardivement possible, aussi pour pas perdre trop tôt la main sur son projet, parce que c'est aussi des personnes à qui on doit rendre des comptes assez régulièrement. Donc ça va dépendre aussi de votre personnalité. Moi, je sais que pour le moment, ça reste quand même beaucoup mon bébé, donc je continue de le garder. Et puis après, voilà, pour la suite, on verra. Très bien, merci. Toi, Yann, de ton côté, tu avais aussi mobilisé de l'argent en plus du tien, donc de tes financements propres et peut-être de la Love Money. Est-ce que tu peux revenir aussi sur ton plan d'action, comment tu t'es organisé pour ton business plan et puis voilà. Ok. Nous, on n'a pas eu de Love Money. On a vraiment financé avec nos fonds personnels et les subventions qu'on est parti chercher, les appels à projets. Pareil, on a eu quelque chose d'assez similaire au réseau Entreprendre qui s'appelle France Active. On a eu 83 000. Et donc ça, c'est du prêt d'honneur. C'est du prêt qu'on doit bien sûr rembourser, mais c'est à taux zéro avec un différé. Donc c'est très avantageux. Si j'ai une reco à vous faire pour ceux qui comptent entreprendre, donc qui vont déjà commencer à entreprendre, si vous allez chercher des financements, essayez de conserver l'argent que vous avez sur votre compte d'entreprise, parce qu'en fait cet argent-là, une fois que vous l'avez dépensé, vous ne pouvez plus le vendre tellement aux personnes qui vont vous prêter de l'argent. Donc le mieux, c'est de ne pas dépenser cet argent-là, d'aller chercher un effet de levier. Par exemple, si vous avez 20 000, allez voir la banque et demandez-leur 40 000, 1 pour 2 ou 1 pour 1, 20 000, c'est déjà pas mal.
plutôt que de dépenser l'argent et après de devoir justifier de fonds propres qui ont déjà été consommés. Donc ça, c'est vraiment une reco que j'ai à vous donner. Et sinon, au niveau de notre business plan, on l'a fait un peu à l'envers, quoi. Dans le sens où à chaque fois qu'on était à sec, on allait chercher de l'argent. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Ça prend hyper du temps d'aller chercher des sous, parfois 6 à 8 mois. Des fois même pour des sommes, on va dire, dérisoires. Enfin, je crache pas sur 2 000 euros, mais quand on dépense 20 000 par mois, les 2 000 euros, ils servent plus à grand-chose, quoi. Donc voilà. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est ça, c'est d'anticiper, de prévoir ce que vous allez dépenser, et même plus. Le plus de financement vous pourrez aller chercher, le mieux ce sera. Aujourd'hui, je continue d'aller chercher de l'argent le plus possible. Là, on va chercher encore 50 000. Et dernier point, ça prend énormément de temps, c'est très chronophage, et ça peut être un gros défocus dans votre projet. Nous, on a passé beaucoup de temps parfois à aller chercher des financements, alors que finalement, on aurait généré plus d'argent en travaillant nous-mêmes plutôt qu'en allant chercher des fonds, parce que les fonds, c'est instable, c'est pas forcément sûr, et c'est très chronophage, et ça dépend pas que de vous. Alors que faire de l'argent, si vous avez les ressources, ça dépend que de vous. Je me permets de rebondir parce Bien que sûr. moi, je fais de l'argent parce que pour le moment, je peux pas véritablement demander de l'argent parce que, étant encore en études, etc., présenter un projet, je sais très bien qu'il sera pas encore pour le moment sélectionné. Toutefois, comme je l'ai dit, j'ai ma licence TAPS, comme tout un chacun a sa formation ou a un petit travail à côté, juste mettre une partie de cet argent petit à petit à côté, en vrai, brique par brique, au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça va faire une somme suffisamment conséquente. Et moi, par exemple, mon projet, là, actuellement, c'est un e-book, mais je vois bien plus grand. Comme je vous l'ai dit, je parle d'une salle de sport santé, etc. Mais juste acheter petit à petit du matériel, donc aller acheter des fauteuils roulants. Donc ça, j'ai déjà commencé, même si je sais que je vais pas les utiliser tout de suite. Toutefois, je peux capitaliser dessus, donc c'est-à-dire que je peux les mettre en location à des IME, par exemple, ou des clubs handisport. Et donc, du coup, ça me fait une rentrée d'argent, mais il y a une utilisation qui est dans le cadre de mon projet. Et jusqu'au moment où j'aurai besoin de cet argent, je pourrais le solliciter pour l'investir dans mon projet final. Bien sûr, tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi avec tout ce que vous avez dit, c'est que vous avez déjà mentionné beaucoup de sources justement de financement très diverses. Donc levée de fonds, crowdfunding, on a parlé d'investisseurs. Il y a aussi les business angels qui peuvent être derrière aussi. J'aimerais savoir comment vous avez été informé de ces différents canaux de financement. Est-ce que ça a été via de la recherche personnelle? Est-ce que ça a été via des contacts? Comment ça s'est fait un peu? Je prends le... Ouais. En fait, c'est très mal renseigné sur Internet. On est en 2025, il y a ChatGPT, il y a tout ce que vous voulez pour trouver des informations sur Internet, mais c'est hyper mal renseigné. Il y a plein de fonds disponibles, on peut aller chercher énormément d'argent en France. On est dans un des pays les plus favorables à l'entrepreneuriat, malgré tout ce qui se passe en ce moment. Et on en paye les pots cassés d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a énormément d'argent à aller chercher, et il faut juste vraiment passer du temps, essayer de chercher tous les mots-clés possibles et imaginables: financement, appel à projet, prêt d'honneur, start-up tech. Enfin, vraiment, il faut se casser un petit peu la tête parce que c'est très mal renseigné sur Internet. Même quand on pose les questions aux acteurs concernés, à la CCI ou à BPI, c'est rare d'avoir les informations complètes pour pouvoir postuler et avoir les informations surtout nécessaires pour remporter les prix et récupérer l'argent in fine. Donc voilà, il faut vraiment se creuser la tête. Et après, moi j'ai trouvé pas mal de financement aussi dans le journal. Parce qu'en fait, la presse parle beaucoup des entrepreneurs. Ils aiment bien mettre en avant les entrepreneurs de leur région. Et généralement, c'est lors de récompenses qui sont citées dans les journaux. Donc en fait, il suffit de récupérer, moi en tout cas c'était ma mère qui faisait ce travail-là, récupérer les journaux de la ville, de la région, et elle me dit il parle de tel entrepreneur, et moi je regarde le concours qui est concerné, et je vois si je suis éligible ou non, et voilà, après j'y vais, et puis... Et voilà, c'est un petit peu ça le chemin. Il faut vraiment se casser la tête, aller chercher le plus de choses possible, et il y a de quoi faire en France. Honnêtement, il y a de quoi faire. Autre astuce pour rebondir sur les journaux, moi je me suis abonnée à toutes les newsletters de toutes les banques, de BPI, et donc au fur et à mesure, je reçois à chaque fois les nouveaux appels à projets. On a besoin d'un projet dans l'environnement ou dans la technologie. Et après, c'est aussi les cours. Donc voilà, moi dans mon cas, j'ai suivi un master en entrepreneuriat.
beaucoup aussi de ChatGPT, hein, toujours. Mais ne serait-ce que être connecté à l'écosystème, soit en étant dans les newsletters, parce que ça permet aussi d'avoir accès aussi à des événements, à des conférences, et donc du coup avoir des invitations dans des endroits où vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui vont peut-être vous donner aussi, eux, leurs astuces. Donc il y a beaucoup à prendre un petit peu partout, finalement. Et moi, j'aimerais ajouter les réseaux sociaux, véritablement, que ce soit LinkedIn. Franchement, ce réseau social-là, si vous l'avez pas, mais faites-le, parce que ça va vous ouvrir des portes, mais inimaginables. Vous pouvez trouver un stage, mais à partir d'un stage, vous allez pouvoir décrocher des financements. Moi, là, mon dernier stage, c'était chez Football Mass, qui a des partenariats avec New Balance, H&M, etc. Et c'est des partenariats sportifs. Et donc, c'est très intéressant parce que derrière, j'espère pouvoir les récupérer, vu que j'ai été en contact, justement, avec les différentes personnes. Et c'est vraiment, par petits pas comme ça qu'on avance doucement, mais sûrement. Donc, vraiment, si vous n'avez pas encore de compte LinkedIn, faites-le. Oui, je vais rebondir quand même sur LinkedIn parce que c'est hyper important. LinkedIn, n'ayez pas peur et oubliez le cher réseau, par pitié. C'est hyper important parce que sur LinkedIn, en fait, il y a tellement de choses à faire et il ne faut pas avoir peur. Moi, là-bas, je voulais travailler dans le luxe, donc vraiment rien à voir. Et tous mes potes, même mon entourage plus professionnel, m'ont dit mais tu peux pas tutoyer les gens sur LinkedIn, c'est pas possible, dans le luxe ça va te bloquer, etc. J'ai quand même décroché un stage, bon c'était chez Sephora, mais c'est pas mal déjà. Et en fait non, il faut vraiment avoir zéro limite. Moi j'ai mon associé qui a expliqué qu'il est parti en vacances et qu'il a attrapé la tourista. Voilà. Donc on peut vraiment parler de tout sur LinkedIn et il faut pas hésiter à casser un peu les codes parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des bonnes opportunités. Aujourd'hui, moi, je trouve du travail sur LinkedIn, des missions, je trouve des salariés. Vraiment, LinkedIn, c'est une source incroyable d'opportunités. Super, merci. Je vais rebondir aussi par rapport à ce que vous parlez, ce que vous dites, notamment en tant qu'ancien stagiaire, mais du coup, par extension, ancien étudiant. Et en fait, ça me permet d'enchaîner vis-à-vis de ma prochaine question, qui est de savoir comment on fait pour concilier finalement les défis de l'entrepreneur avec les défis du quotidien, finalement, de la vie de tous les jours, quand on est finalement étudiant ou ancien étudiant, fondateur aujourd'hui, sportif aussi pour la majorité pour vous trois en l'occurrence. Donc est-ce que vous pourrez nous parler un petit peu de comment vous faites pour vous organiser entre ces différentes casquettes que vous portez tous les jours? Oui. Alors moi j'ai la règle des 3, la tête, le corps et l'environnement. Si la tête va pas bien, du coup, qu'est-ce que je peux faire moi pour faire en sorte que j'ai le meilleur moral? Peut-être aller voir des amis, et dans ce cas-là, mon moral va aller mieux. Si je suis en mauvaise santé, du coup, c'est un peu compliqué pour me remettre d'aplomb si j'ai pas aussi un bon mindset. Donc, c'est à chaque fois, est-ce que je peux avancer sur un des 3 critères? Peut-être aussi travailler sur le corps. Quand on est trop vraiment avec la charge mentale, le fait de travailler sur le corps, du coup, la tête aussi se calme. Donc, moi, mon organisation, c'est surtout ça, en fait. C'est trouver les 3 éléments. Qu'est-ce qui, dans mon environnement, m'équilibre? Qu'est-ce qui, dans mon corps, m'équilibre? Le sport, la nutrition, etc. Et qu'est-ce qui, au niveau du mental, m'équilibre? Par exemple, ça peut être simplement lire un truc ou dessiner, faire quelque chose qui me plaît et à la fois qui m'anime, parce qu'il y a des moments où on recherche surtout l'inspiration, surtout quand on travaille dans la mode, où on cherche un peu de l'inspiration, mais il y a des moments aussi où le mental est tellement agité qu'il faut aussi trouver une activité qui puisse aussi l'apaiser. Bien sûr. Merci Dina. Foura, de ton côté, comment tu fais? Moi, je rejoins tout à fait ce que tu disais. Moi, perso, je vais parler de bien-être et je parlerai de bien-être biopsychosocial. Et c'est vraiment le fondement, justement, de mon activité entrepreneuriale. C'est-à-dire que le sport, c'est génial, mais au lieu de voir ça comme qu'une activité physique, on peut le voir comme quelque chose de social. Donc, faire une sortie avec ses potes en roller, c'est de l'activité physique, mais c'est social. Ça peut être bien pour le mental aussi. Enfin, il y a tellement de bénéfices que pour moi, j'en fais un élément central. Voilà. Parfait, merci. Ryan, peut-être, je te laisse faire ton partage. Je vais reprendre à peu près les mêmes éléments, honnêtement.
si je fais pas de sport dans une semaine, je vais pas réussir à bosser. Et c'est super dur en fait en tant qu'entrepreneur de garder un rythme. La motivation, ça suffit pas. Honnêtement, j'étais ultra motivé. Dès le début, je bossais jour et nuit, 7 jours sur 7. Je travaillais à peu près, peut-être parfois 12 heures par jour, ce qui est énorme. Et en fait, c'est pas vraiment la bonne solution. Je travaille encore beaucoup, mais beaucoup moins qu'avant. Après, à l'époque, j'avais pas forcément le choix. Justement, quand j'étais alternant, plus j'avais les cours à l'IUT et j'étais alternant. Moi, j'habite pas très loin, j'habite à Châtenay-Malabry, mais j'avais mon alternance qui était à Melun. Donc, je faisais 1h30 de route le matin, 1h30 de route le soir. Donc, j'avais pas trop le choix de travailler autant. Mais honnêtement, aujourd'hui, maintenant que mes enjeux ne tiennent qu'à moi, je travaille énormément sur ces sujets. Et honnêtement, le sport, le sommeil, la nutrition, on voit du contenu comme ça sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, partout à ce propos. Mais c'est vraiment hyper important. Je suis quand même assez fêtard, donc je sors plusieurs fois par semaine. Mais je fais en sorte de quand même garder un rythme. J'ai tout le temps mon réveil à 8h. 8h parce que je fais mon sport le matin. Et même si je sors et que je rentre à 1h du matin, je me réveille à 8h. Et ça me force du coup, je vais être fatigué tôt dans la journée. Mais au moins, j'ai fait ce que je pouvais dans ma journée après m'être couché tard. Même si je finis ma journée à 15h, je finis ma journée à 15h. Je me couche hyper tôt ce jour-là. Et le lendemain, je reprends à 8h avec le même rythme. Et vraiment, c'est cette régularité-là, parce que la rigueur dépasse la motivation. Une fois que la motivation a fait son travail pour déclencher l'étincelle, après, il faut maintenir la flamme sur le long terme. On dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, mais un marathon. Et c'est tellement vrai. Oui, absolument. Et oui, effectivement, garder le pied sur la santé, que ce soit mentale, psychique, physique, joue un rôle très important, j'imagine, au quotidien. J'en profite de te garder sous la main pour te poser la question de comment ça s'est passé, ta première expérience aussi avec ton premier client. Alors moi, mes clients, ils sont un peu particuliers parce que vu qu'on a un business de volume, mes clients, je les connais pas forcément. Je vois des transactions sur une application qui s'appelle Revenu4, donc je reçois des petites notifications. J'ai gagné 6 €, j'ai gagné 20 Donc des €. chiffres avant tout. Des chiffres avant tout, mais on connaît nos utilisateurs. Justement, c'est aussi pour ça qu'on a autant de gens côté produit et recherche utilisateur. En fait, on appelle régulièrement nos utilisateurs pour savoir pourquoi ils payent pas, pourquoi ils s'en vont, pourquoi ils restent, qu'est-ce qu'ils font sur l'app. On les appelle parce qu'on a leur numéro, donc on en profite. Mais on les appelle vraiment très régulièrement pour comprendre ce qui se passe sur l'app. Et notre premier utilisateur payant, je me rappelle, j'étais au Vietnam en vacances et ça faisait 2 mois qu'on cravachait pour débloquer la situation parce que en fait, techniquement, intégrer un système de paiement dans une application mobile, c'est très relou. Et tout le monde passe par cette étape-là. Et tout le monde se casse la figure sur cette étape-là. On pense anticiper et se dire « Ok, je vais passer 2 semaines à le développer ». En fait, tu passes 2 semaines à le développer, tu passes 2 mois à régler les bugs. Donc au final, on a réussi à débloquer ça pendant que j'étais en vacances. Et j'étais trop content de voir que j'avais fait 6 balles. J'étais super heureux. C'était une première victoire du coup. C'est une première victoire. Et le plus fou, c'est qu'en fait, on a passé 2 mois à régler les bugs. On a eu cette première transaction et après, plus rien. Donc je crois que ça a mis, je pense, peut-être 2 mois de plus ou 1 mois et demi à avoir d'autres transactions. Donc aujourd'hui, ça va mieux, mais ça prend beaucoup de temps. Et le premier client, il a été un peu douloureux. En tout cas, l'attente qui a suivi le premier client a été douloureuse. Ok, très bien, merci. Voilà, je sais que bon, t'es pas encore à l'étape de tes premiers clients, mais bon, ça saurait tarder. Oui. Ah bah, je te laisse nous Comme je fais dire. mon mémoire de recherche justement sur mon projet entrepreneurial, puisque je lis les deux, j'ai mes premiers clients. C'est-à-dire que à la fois, ils me servent de sujet pour mon mémoire de recherche, mais à la fois, je sais très bien qu'ils vont s'investir financièrement par la suite. Donc là, prochainement, quand je vais sortir le e-book, je sais quels et ils seront les premiers à le tester, me faire des retours, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc vraiment, n'hésitez pas à concilier ce que vous pouvez concilier dès que Dès le possible. début. Oui, voilà. Super, génial. Et toi, Dina, de ton côté, est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience client? Alors moi, je suis allée la chercher directement là où elle est, en fait, parce que comme moi, je fais de la danse et que je m'adresse justement à des sportifs qui font de la danse ou du yoga, c'était elle qui m'intéressait le plus au niveau de quel est leur retour là-dessus. Et puis, au fur et à mesure, à force d'aller à des événements, etc., j'ai rencontré 4 championnes olympiques. De base, moi, j'évolue pas dans une sphère où il y a des compétitions, parce que yoga, danse, il n'y a pas réellement de cet aspect olympique.
Mais voilà, à l'occasion de différents événements, dont le MoveJ, au fur et à mesure, j'ai fait des rencontres qui, à la fois, qui après, ces filles-là sont devenues mes ambassadrices. Et donc, quand vous avez 4 championnes d'Europe qui viennent promouvoir votre collection, voilà, ça a beaucoup plus d'impact. Et puis aussi, au niveau des retours qu'il va y avoir, c'est beaucoup plus engageant aussi pour des personnes un petit peu novices de se dire « Ah bon, moi, peut-être que je fais pas du sport à haute dose, mais le fait que ça a été testé par des femmes qui font du sport à haute dose, c'est intéressant. Et puis, d'une certaine manière, ça les valorise parce que je viens demander l'avis aussi de personnes qui font du sport, non pas à haute dose, mais voilà. Et donc, finalement, l'idée, c'est de valoriser l'autre dans sa pratique. Et aussi de savoir un petit peu quels sont les endroits que cette personne-là fréquente, c'est quoi ses goûts, etc. Donc c'est vraiment une approche où on est plutôt dans un questionnement que simplement dire « bon, j'ai créé le produit parfait, vous l'achetez » et puis simplement rentrer dans le discours de vente. On est plutôt dans voilà, qu'est-ce que aiment les gens. Et puis de là, la vente se fait un petit peu toute seule. Et moi, très concrètement, je suis plutôt dans une attitude où je suis plutôt dans amener le client à venir chez vous parce que voilà, vous avez une communication, vous êtes présent dans différents endroits. Voilà. Ok, très bien, merci infiniment. Je vais rebondir aussi parce que là on arrive rapidement à la fin de notre temps d'échange à nous trois. Du coup, je vais passer sur la séquence plus adressée du coup à votre vie d'entrepreneur jeune, de manière un peu plus informelle entre guillemets. Dina, je vais rester avec toi et j'aimerais savoir un petit peu. Je sais que ton objectif initial est toujours le même aujourd'hui vis-à-vis de ton entreprise. Je sais que ça fait un moment que tu es en réflexion, que tu portes l'idée. Ça fait des années que tu portes l'idée. Est-ce que tu considères que tes objectifs ou ta vision vis-à-vis de ton entreprise ont quand même changé un petit peu depuis le départ ? Elle s'est élargie au fur et à mesure parce qu'au départ, vous grattez en fait la surface, puis vous voyez un petit peu la lumière. Et puis au fur et à mesure, dès que vous voyez un petit peu de lumière, ça vous donne envie de gratter et de voir de plus en plus et puis élargir un petit peu le marché. Donc moi, à la base, j'étais simplement partie pour faire des boxeurs pour femmes. Et puis d'un côté, je me disais, mais après tout, je suis ingénieure, je peux faire de l'innovation, je peux faire des matériaux intéressants. Donc là, j'ai commencé à faire des partenariats avec des laboratoires. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à élargir la gamme de plus en plus. Et là, justement, je suis sur de nouveaux partenariats, aussi bien avec des distributeurs, des applications de sport, des ambassadeurs. Donc au fur et à mesure qu'on avance, en fait, ça nous donne comme une incentive à aller plus loin et à voir aussi plus large. Très bien, merci. Et toi, Ryan, de ton côté, parce que toi aussi, tu peux avoir un petit peu de recul par rapport à ton projet, est-ce que tu considères que ta vision vis-à-vis de l'entreprise a changé un petit peu entre-temps, au fur et à mesure du temps, ou est-ce que c'est globalement resté le même ? Honnêtement, ça n'a pas trop bougé dans le sens où on a un objectif qui est vraiment qui est au cœur de notre activité. Donc en fait, on tourne autour en permanence, on essaie d'avancer sur ce sujet tous les jours. Nous, notre objectif, c'est de rendre le sport accessible grâce au pouvoir de la rencontre et du jeu. Donc ça, c'est vraiment notre mission. Derrière, je sais que moi, la raison pour laquelle j'entreprends, ça a évolué par contre. La mission reste la même, mais la raison a changé. À la base, je fais une petite introspection là, mais en gros, la raison pour laquelle j'ai commencé à entreprendre, c'était évidemment pour l'argent et également pour rendre fiers mes parents. C'était vraiment un truc, je sais que j'avais beaucoup cette pression-là à la maison, je voulais les rendre fiers parce que c'est un peu particulier, mais lorsque je faisais rien, lorsque j'étais pas en train de travailler sur mes cours ou en train de, je sais pas, de chercher du travail ou que sais-je, pour mes parents, je n'apportais rien, quoi. Donc, j'ai eu la nécessité de développer mon projet et de me donner à fond, de faire quelque chose de grand parce que, en fait, je ressentais le besoin. Donc ça, c'est vraiment la raison initiale. C'est pas forcément la meilleure des raisons, mais ça a été ma raison. Et aujourd'hui, c'est toujours pour l'argent. Mais pas que, j'ai quand même des missions qui sont hyper importantes. Typiquement, j'ai eu de très mauvaises expériences en alternance. Pour le coup, Madame Pinelli peut-être s'en rappelle. En l'espace de 2 ans, j'ai fait 3 entreprises différentes en alternance. Donc vraiment, j'ai pas trouvé ma place, ça a été très compliqué. J'ai eu beaucoup de jalousie, beaucoup de contacts très compliqués avec mes managers.
D'ailleurs, c'est pas grave. Enfin, c'est grave dans le sens où il faut changer la situation. Il ne faut pas rester là où vous êtes si jamais c'est le cas. Mais c'est pas très grave, ça n'a pas fait de moi un raté. En fait, cette expérience-là m'a permis de savoir exactement ce que je voulais créer au sein de ma boîte. Et donc aujourd'hui, on fait en sorte de payer correctement les gens en temps et en heure, de leur proposer un espace de travail qui leur convient, de les élever, de les aider même une fois qu'ils quittent l'entreprise. Aujourd'hui, moi, j'ai aidé mon dernier alternant, là, Olivier, à trouver des missions en freelance et à faire beaucoup d'argent. Donc, même s'il n'est plus avec nous, j'ai cette vocation-là à créer vraiment un espace positif. Et donc voilà. Donc, au niveau de la mission, ça a pas mal évolué, mais en tout cas, je trouve que c'est toujours aussi valorisant, on va dire. Super. Et du coup, quelles sont un peu les nouvelles ambitions qui arrivent pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite finalement, aujourd'hui, pour Leeds? Pour Leeds, ce serait d'aller chercher 1 million d'utilisateurs. Là, on est en bonne voie parce que, donc là, je vous ai dit qu'on était à 130 000 téléchargements. Et le dernier mois, on a fait pratiquement 25 000 téléchargements. Donc, c'est vraiment exponentiel. Et l'idée, c'est d'aller chercher le plus d'utilisateurs possible. Et surtout, la rentabilité, le nerf de la guerre. Faire plus d'argent que ce qu'on en dépense, parce qu'aujourd'hui on dépense beaucoup d'argent, on commence à faire pas mal d'argent mais on en dépense énormément, donc le plus beau que vous pouvez tous me souhaiter, c'est la rentabilité. On te le souhaite fort alors. Et toi du coup Foura, de ton côté, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les ambitions ou plutôt les étapes à venir pour Joie de l'APA et finalement qu'est-ce qu'on peut t'espérer également? Là, l'étape à venir, ça va être pitcher mon projet à la fin de mon programme d'incubation avec Rage for Billions. Et justement, il y aura des investisseurs. Donc, du coup, j'espère qu'ils vont pouvoir investir sur mon projet. Suite à ça aussi, actuellement, je suis vraiment en train de, on va dire, démocratiser le projet, genre en parler vraiment auprès de différentes personnes, que ce soit des jeunes, des plus jeunes. Et après, ce serait de l'élargir à différentes classes de la population. Donc là, je fais un focus sur les 18-25 ans. Mais si je peux faire les plus âgés par la suite et les moins jeunes, enfin, et les plus jeunes plutôt, ce serait très intéressant. Super. Bon, on croise les doigts pour toi en tout cas. Et quant à toi, Dina, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui arrive pour Cloven et qu'est-ce que l'on peut te souhaiter? Alors, ce qui arrive pour Cloven, donc c'est une diffusion massive sur les réseaux sociaux et une soirée de lancement qui sera prévue et à l'occasion, j'en discuterai. Et sinon, c'est revenir un petit peu sur le slogan de la marque, parce que c'est la chance sourit aux audacieuses. Et justement, moi, la chance, on m'en a tout le temps parlé, mais oui, mais il y a une personne sur 10 qui réussit dans l'entrepreneuriat, il faut avoir de la chance, etc. Et puis, il y a ce credo qui dit, mais la chance sourit aux audacieuses, c'est-à-dire que si nous-mêmes, on crée les conditions pour l'attirer, on est capable d'y arriver. Donc je dirais, voilà, plus de logique, plus de créativité et plus d'audace. Parfait. Écoutez, merci à tous les trois. On arrive au terme de cet échange. Il est déjà à 45, donc on va pouvoir passer peut-être aux questions-réponses. Je vous remercie encore du coup de cet échange. C'était très intéressant. On va passer du coup aux questions, à l'échange avec le public, donc n'hésitez pas à... Vous recrutez des alternants? J'ai envoyé une annonce à l'IUT, mais j'ai eu très peu de candidatures des personnes de l'IUT, et là on a clôturé nos candidatures, donc c'est fini. De mon côté, c'est prévu pour l'année prochaine, donc s'il y en a encore parmi vous qui sont intéressés, avec plaisir. Alors, on avait une question au milieu. Moi perso, c'est prévu pour 2027. Enfin, dans la vision que j'ai, normalement, c'est d'ici 2027, ce serait possible de prendre des coachs sportifs, des EAPA et même tout un tas de professionnels qui pourront m'aider à pérenniser ce projet. Je voulais vous demander, pour vos entreprises, combien de temps par jour est-ce que vous travaillez, à peu près? Moi, je ne suis pas le bon exemple parce que, comme c'est ma passion, donc j'y mets vraiment toute ma vie, toute mon énergie, tout mon temps. Mais après, c'est de s'écouter. Si à un moment, j'ai pas envie, je fais pas, j'avance pas. Ou alors, j'avance sur des trucs en lien avec, par exemple, autre chose, d'aller chercher de l'inspiration. Donc, c'est de s'écouter. Trouver les choses qui sont importantes, où il faut y aller, il faut recarburer. Et il y a des moments où vous allez ressentir un petit coup de mou. Et profitez aussi du coup de mou pour aller chercher l'inspiration, la force pour l'étape qui vient après. Pour le coup, je te rejoins sur ce point-là. Donc, il y aura des moments où ce sera vraiment des exponentiels. Je crois que ça a été dit
un peu plus tôt. Donc, profitez de ces moments-là. Quand c'est pas aussi fort que l'on souhaite, c'est pas grave. Il faut juste continuer d'avancer, même si c'est plus lentement. Moi, par exemple, je sais que mes cours, non pas qu'ils me freinent, mais par exemple, quand les partiels ils arrivent, je peux pas autant m'investir que je le souhaiterais, parce que la validation académique, elle est très importante pour le moment. Moi, ça a beaucoup bougé, on va dire, pendant la période où j'étais en cours en alternance. Je travaillais énormément, mais du coup, pas tellement sur mon projet, seulement le soir et le week-end, donc c'était compliqué. Depuis que je suis à temps plein sur le projet, je travaille à peu près, ça dépend, mais à peu près 10 heures, 11 heures par jour sur... c'est beaucoup, mais ça dépend en fait. J'ai eu beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent plus, d'autres qui travaillent moins, c'est clair. Mais en tout cas, pareil, je pense que pour nous trois, c'est une passion, ce qui fait qu'on compte pas vraiment les heures. Et après, ouais, il faut vraiment s'écouter, honnêtement. Tout le monde est humain, quoi. Même si on dit qu'on travaille 10, 11 heures, moi, ça m'arrive des journées complètes où je traîne sur Instagram et en fait, je fais rien. Je suis à mon bureau, mais je fais rien. Et ça arrive comme tous les entrepreneurs, honnêtement. C'est des choses qui sont tout à fait normales. Donc, ouais, il faut s'écouter. Et après, même si on travaille beaucoup, il y a pas mal de possibilités. Je suis parti là pendant 1 mois au Brésil et j'ai travaillé depuis le Brésil, c'était génial. Je le referai pas parce que c'est trop dur. Mais par exemple, là-bas, je me levais à 5 heures du matin. Je bossais de 6 heures jusqu'à 14 heures, donc je faisais 8 heures. Ouais, ça fait 8 heures, je crois. Je faisais mes 8 heures de travail à peu près. Et après, je sortais l'après-midi et le soir. Mais c'est super dur à tenir comme rythme, donc voilà. Moi, j'ai 2 questions. Une question pour vous tous et une question spécialement pour Ryan. La question pour tous, c'est quels sont vos principaux postes de dépenses? Et spécialement pour toi, Ryan, je crois que ton business model, il évolue avec potentiellement du B2B. Est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement? Tu peux reposer ta deuxième question. Ton business model, je crois qu'il évolue. Je pense qu'il y a peut-être du B2B qui arrive. Est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement? Ok, je réponds à la deuxième question dans ce cas-là. Mon business model, ouais, il évolue. On teste pas mal de choses. Comme je vous ai dit, en fait, c'est hyper galère de trouver un business model qui fonctionne. Donc, il faut tester le plus possible et le plus tôt possible. Nous, pour l'instant, on gagne de l'argent essentiellement et même exclusivement avec des abonnements. Les gens s'abonnent par semaine, par mois, des fois par 3 mois ou par 6 mois. Donc, c'est là d'où vient 100% de notre revenu. Mais on va chercher d'autres choses. On fait de l'affiliation, notamment avec des marques françaises qui mettent en avant leurs produits sur l'app. Et nous, on prend une commission sur les ventes qui sont faites depuis notre app. On a essayé de faire de la pub aussi. Ça n'a pas du tout marché. Et là, on est en contact avec plusieurs grands groupes, notamment la RATP et Orange, qui souhaitent travailler avec nous en engageant leurs salariés, en les connectant ensemble pour faire du sport entre eux, quoi. Pour ma part, ça va être vraiment le matériel. Par exemple, acheter un fauteuil roulant, acheter du matériel sportif de qualité, etc., ça coûte cher. Et aussi le matériel pour créer le contenu. C'est-à-dire que je veux une certaine qualité pour susciter l'envie et l'intérêt autour de mon contenu. Donc il faut nécessairement tout ce qui est caméra, micro, etc. Je pense que tout le monde sait combien ça coûte. Et ça commence vraiment à peser sur le portefeuille. Oui. Alors moi, mon principal poste de dépense, c'est la production, parce que quand on travaille avec des usines, ils ne veulent pas vous créer 2 culottes, évidemment, ils veulent le maximum de volume. Donc c'est ça mon principal poste de dépense, et on ne parle pas de quelques milliers, mais plusieurs milliers d'euros à mettre sur la table, d'où mon acharnement à aller chercher du financement. Et puis toute la partie marketing, communication. Pour la plupart des marques, elles mettent quasiment la moitié en fait de leur budget, voire même de leur chiffre d'affaires dans le marketing. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des moyens, puisque je démarre, d'aller chercher du marketing peu cher, justement en faisant des collaborations, en allant chercher, par exemple, là j'ai signé un partenariat avec deux applications de sport. Et peut-être aussi avec Litz bientôt, qui permettent aussi de me faire un petit peu de visibilité sans avoir à dépenser trop d'argent sur la publicité. Mais sinon, il faut compter entre 10, 30, certains ils mettent 50% de leur budget là-dedans. C'est vraiment, chacun a sa stratégie. Après, forcément, quand on économise sur de l'argent, on a tendance à passer plus de temps. Et quand on économise sur le temps, on a tendance à dépenser beaucoup d'argent. Donc, il faut aller chercher vraiment un peu un juste milieu là-dessus.
Moi, c'est le cas. Hein. On dépense 70% de notre budget dans le marketing. On fait beaucoup d'acquisitions en organique, beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. On fait plusieurs dizaines peut-être pas plusieurs dizaines de millions, mais on fait au moins plusieurs millions de vues par mois. Et ça n'empêche qu'on dépense entre 7 et 15 000 euros par mois sur TikTok Ads, quoi. Moi, j'ajouterais que comme je dépense pas encore, cette dépense, ça se fait surtout en termes de temps. Ça me demande tellement de temps de monter, créer, etc., faire tous les montages, etc. Et c'est très compliqué. Comme je l'ai dit, étant étudiante, caler 3 heures de montage en une journée, c'est pas spécialement faisable. On cale ça que le week-end et ça nous fait prendre du retard, mais il faut le faire, donc faites-le quand même. Moi, j'ai une question et un point que j'aimerais que vous éclaircissiez parce que je pense que j'ai pas très bien compris. Dina, vous aviez dit que c'était dangereux parfois de donner son projet à des investisseurs ou de faire appel à des investisseurs parce que ils peuvent avoir un impact sur notre projet. Mais en fait, je pense que j'ai pas bien compris la différence entre des investisseurs et le fait de demander, par exemple, des fonds. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou est-ce qu'il y a quelque chose qui représente plus de risques que l'autre ? C'est pas dangereux dans le sens où ils vont me piquer mon idée, c'est dans le sens où c'est des personnes à qui vous devez rendre des comptes au quotidien. Là où pour un financeur, par exemple, si c'est de la subvention ou un concours, ils vous ont donné de l'argent et puis basta, vous en faites ce que vous voulez. Alors qu'un investisseur, il attend une rentabilité, un retour sur investissement. Et donc, j'ai le cas justement d'autres amis entrepreneurs où c'est un peu du harcèlement, un petit peu toutes les semaines. Alors, t'as fait quoi ? Alors, ceci, cela. Et quand on est dans une dynamique de créer sa propre boîte, on aime bien un petit peu être maître à bord. Et le fait d'avoir la pression d'un investisseur, c'est quelque chose. Donc après, à voir, c'est un petit peu une relation ou c'est presque un mariage, savoir avec qui on va s'associer. Est-ce que cette personne-là, elle est capable aussi de prendre en compte ma personnalité ? Comment elle va s'investir dans le projet ? Il y en a qui ont besoin d'un investisseur parce que ça leur fait un petit coup de boost. D'autres, voilà, donc c'est vraiment propre à chacun. Et pareil, au niveau des investisseurs, il y a différents types. Il y a des fonds d'investissement où eux, ils vous donnent de l'argent et puis ils vous disent, à dans 8 ans. Et puis, ils regardent, alors, ça a rapporté oui ou non. Et d'autres qui sont plutôt des petits particuliers, des business angels par exemple, qui sont beaucoup plus regardants sur comment a été utilisé l'argent, etc. Donc il y a des comptes à rendre. Mais voilà, globalement, il faut voir aussi qu'est-ce que vous cherchez. Est-ce qu'un investisseur, il est juste là pour vous donner de l'argent ? Mais dans ce cas-là, de l'argent, on peut en trouver par d'autres moyens. Mais après, c'est vrai que c'est un petit coup de boost quand on a un fonds d'investissement qui met 1,5 million sur la table. C'est vrai que c'est important. Ou est-ce que on recherche plutôt quelqu'un avec qui avoir un réseau ou des conseils ? Donc c'est là-dessus que, en tout cas moi, dans ma situation, je préfère retarder ce moment parce que voilà, je suis pas prête à me marier tout de suite. Voilà. Et ma deuxième question, c'était pour Foa. Vous aviez dit que vous commenciez à parler de votre projet, même si c'est encore en construction. Est-ce que c'est pas dur de pas être influencé du coup par les avis extérieurs quand on est encore dans la construction du projet ? Oui et non, c'est-à-dire que on connaît notre idée, on croit, la première personne qui doit croire en votre projet, c'est vous-même. Donc vraiment, si toi tu crois en ton projet, tu sais que d'une façon ou d'une autre, tu vas y parvenir. Après, tu peux l'ajuster. J'ai parlé d'ajustement un peu plus tôt et c'est vraiment ça que tu dois garder en tête. Le fond de ton idée, tu le gardes quoi qu'il arrive, mais les ajustements, ils peuvent survenir et c'est pas un problème tant que le fond, il est toujours là. Donc comme je te l'ai dit, moi à la base, c'est l'activité physique adaptée, c'est l'histoire de la musculation, le cross-fitness, etc. Donc ok, c'est pas ma salle de sport là à l'instant T, mais ça va se faire au travers du coaching, à travers du e-book ou des choses comme ça. Et à la suite, je reviendrai justement sur cette idée-là principale. Moi, c'est concernant tout ce qui est recrutement. Comment vous êtes entouré des bonnes personnes et comment vous avez su que c'était eux et pas d'autres ? Merci. Je commence sur ce sujet, mais c'est une bonne question et c'est vraiment mes sujets d'actualité. Jusqu'à maintenant, on gérait beaucoup de problèmes techniques ou problèmes très opérationnels, c'est-à-dire créer du contenu, développer une nouvelle fonctionnalité sur l'app, voilà, ce genre d'activité. Et depuis peu maintenant, 100% de mes problèmes, c'est des problèmes humains. C'est-à-dire qu'il faut gérer les personnes qui travaillent avec nous. Et ça demande énormément de ressources et ça demande aussi de se former parce que c'est vraiment un métier, le fait de manager des gens. Et il y a plein de gens qui ne sont pas faits pour ça, ni pour le recrutement.
Et le recrutement, on est encore junior, on va dire, sur ce sujet, mais on apprend tous les jours et on a de plus en plus de process qui nous permettent de nous sécuriser parce que c'est compliqué de trouver des bonnes personnes parce que c'est peut-être pas aussi important qu'un mariage, mais ça n'empêche que quand on recrute quelqu'un, c'est un engagement envers cette personne-là, elle s'engage envers nous et il y a plein d'aspects à prendre en compte. Ses compétences techniques, mais presque ça, on s'en fiche comparé à tout ce qu'il y a à côté. Il y a le côté humain. Il faut que ça matche humainement. C'est hyper important. Ça change vraiment la donne. Et des personnes avec qui ça ne va pas matcher humainement, vous n'allez pas avancer. Donc, c'est vraiment une perte de temps et d'argent. Et le dernier point, c'est la vision de la personne. Si vous ne partagez pas la même vision, ça ne va pas être possible d'avancer pour la simple et bonne raison que la personne a peut-être d'autres projets dans sa vie. Je peux parler d'un cas très précis. C'est le cas d'Olivier, du coup, dont je vous ai parlé au début, qui est parti de chez nous très récemment, avec qui j'entretiens encore on est en super bon terme. Mais lui, en l'occurrence, en fait, il voulait devenir directeur artistique et il s'occupait de toute la partie acquisition chez nous, qui est du marketing quand même très performance, où on fait du contenu, mais il faut avoir des perfs derrière. Et il se débrouillait très très bien, il a fait du super contenu, on a eu des super performances côté ads et tout, mais ça n'empêche que lui, son projet, c'était pas ça. Et donc, un jour ou l'autre, nos chemins allaient se séparer. Et quand on recrute quelqu'un, c'est un investissement sur le long terme. Donc, on ne peut pas se permettre de recruter des gens qui ne partagent pas la même vision que nous. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Dans le cas du comptable, par exemple, j'ai externalisé beaucoup de mes activités par rapport à la production, par rapport à la comptabilité, etc. Et c'est un peu des personnes qui vont rester jusqu'à plusieurs années avec moi dans le projet. Donc, ce n'est pas des personnes qu'on peut, par exemple, un stagiaire ou un alternant, dès qu'il a terminé son stage ou son alternance, je peux reprendre quelqu'un. Quand on fait un partenariat avec quelqu'un, par exemple un fournisseur ou de gros partenaires, on est vraiment aussi sur presque aussi un mariage. Et il y a cette phrase que me disait ma mère sur justement le mariage, tant qu'on y est, c'est que les gens qui font un mariage d'amour se quittent parce qu'il n'y a pas de raison, et les gens qui font un mariage de raison se quittent parce qu'il n'y a pas d'amour. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir les deux. À la fois le côté où rationnellement, vous pensez que c'est la bonne personne parce qu'elle coche un petit peu tous les critères que vous recherchez, mais à la fois sur le plan intuitif, vous sentez que c'est une personne avec qui vous pouvez être à l'aise et que vous n'êtes pas là à être derrière pour dire est-ce que cette personne elle a bien fait ce que je lui ai demandé, mais une personne avec qui vous pouvez lui donner un petit peu les clés de la boîte et avoir confiance en elle. Donc c'est vraiment ces deux critères-là. C'est un petit peu aller chercher les cinq sens, la personne qui écoute, qui regarde, qui parle, qui sent, l'aspect intuitif. Il y a vraiment plusieurs axes à regarder. Donc c'est pas une chose facile, mais voilà, j'essaye au mieux. Jusqu'à maintenant, je touche du bois, mais c'est en tout cas moi ma méthode. Alors, moi, c'est une question pour Dina et Ariane. Est-ce que vous aviez déjà une certaine appétence, par exemple, pour le codage, pour la création de votre application, Ariane, et une compétence pour la confection de vêtements avant de vous lancer ? Alors, par rapport au codage, moi, j'ai conçu des sites internet depuis l'âge de 13-14 ans. J'ai toujours été un petit peu fascinée, un peu geek, pour faire des choses ou même pour dessiner par rapport à la production. Je dessinais des collections comme ça pour m'amuser. J'avais des petits jeux de styliste, de Léa Passion Mode, ce genre de choses. Oui, en soi, il y avait bien déjà des passions qui étaient présentes depuis l'adolescence ou même l'enfance. Et au fur et à mesure, on développe des compétences sans le savoir. Il y a possiblement des compétences que vous avez aujourd'hui qui datent peut-être de la primaire et qui vont vous servir au fur et à mesure. Et au fur et à mesure aussi, les technologies avancent, c'est-à-dire que maintenant, avec les IA, on peut faire beaucoup de choses. Aussi avec la vidéo, maintenant, je fais aussi des courts-métrages vidéo avec l'IA. Donc, il y a tellement de choses à explorer. Donc, il faut s'amuser. Voilà. Moi, j'avais pas d'appétence particulière pour le codage. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai codé mon application. C'est Nolan, mon associé. Parce que du coup, nous, on est trois et on a trois compétences qui sont vraiment aux antipodes, mais c'est ce qui nous permet d'être complets. Moi, je m'occupe de la partie marketing, opérationnelle et financière. Et Nolan s'occupe de la partie technique. Et Lucien, lui, est designer d'interface, UX.
Donc en fait, à nous trois, on arrive à compléter un peu le prisme. Mais honnêtement, moi, je pense que j'avais déjà un esprit logique, mais je me suis pris un peu de passion pour la partie technique parce que c'est hyper intéressant et en fait, il y a de gros enjeux qui sont liés au marketing. Voilà. Mais hormis ça, non, j'ai zéro compétence technique. Et de toute façon, maintenant, avec l'IA, tu peux vibe coder pas mal de choses. Et même nos développeurs, ils utilisent Cursor, qui est une IA spécialisée dans le dev et qui nous aide énormément. Et j'imagine que des fois aussi, vous faites appel à des développeurs de façon externalisée ou des freelances pour vous aider à débugger, par exemple. On le faisait à l'époque, mais ça coûte tellement cher que, en fait, maintenant, on a la chance, avec Lucien, on commence à être quand même plutôt influent sur LinkedIn. Donc, quand on envoie une offre d'emploi, en quelque sorte, on reçoit plus de 250 candidatures à chaque coup, quoi. Et donc là, dernièrement, on a réussi à avoir pas mal de profils techniques qui nous ont contactés et on a pu trouver une personne qui est une pépite et qui est en stage chez nous pour 6 mois. Et là, franchement, le niveau de certains seniors qu'on a vus qui demandaient plus de 7 000 € par mois, donc c'est vraiment énorme. Et on a aussi quelqu'un qui est en alternance chez nous, qui est ultra motivé, peut-être un petit peu moins compétent, mais qui honnêtement compense largement par sa motivation. Donc non, on ne fait plus appel à des personnes externes parce que les devs, ça coûte trop cher. Bon, nous allons nous arrêter là pour les questions. Merci pour votre intérêt. Alors je voudrais qu'on remercie effectivement tous les intervenants, Ignacio, Roman, pour l'animation, très intéressante. Alors, attendez quand même, hein. Je sais qu'il y a un super cocktail qui vous attend, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais quand même qu'on remercie toutes les personnes qui ont contribué à cet événement. Donc voilà, encore merci, un grand merci à Ryan, à Fora, Dina. Voilà, il y a Estelle Hainaut qui arrive pour ta présentation. Bon, Virginie Demullier n'est pas là. Grand merci aussi, j'aimerais, pour la plupart sont là. Donc Nathalie Claret, Nelly Guéné, Svan Passakai pour un budget EA, voilà, qui m'ont permis donc de promouvoir auprès du budget EA cet événement. Et mes collègues aussi de Tanguy Aimé, Didier Percevaux, Carole Pichinali, Pichinali, donc en but TC aussi. Donc merci pour votre support. Et enfin, Eva, où est-ce qu'elle est? Eva Ola, merci pour la communication en temps réel, attention, hein, on fait du live. Et Florian Dubois pour la captation. Il va nous faire une super vidéo. Merci. Et l'équipe logistique avec Wafa Margal qui nous a